Monsieur Pierre Dandjinou, bonjour. Vous êtes le vice-président de ICANN, cette institution mondiale qui s'occupe aujourd'hui de la conservation et de la préservation complète, fiable et totale des données. Quelles sont, selon vous, les caractéristiques de la donnée lorsqu'on sait que la maîtrise de la donnée est importante dans la gouvernance de l'information? La donnée étant justement ce que j'appelle cette ressource première et qui sert justement à avoir l'information, par exemple, et l'information de toutes ses qualités. La donnée, en principe, doit pouvoir être quelque chose de, intègre. Il est explicite, il est intègre. La donnée doit être quelque chose de fiable. Ça doit être quelque chose que l'on puisse contrôler. Sinon, on va obtenir du bruit, comme on dit dans l'information, et ce bruit-là, justement, génère quelque chose qui n'est pas exploitable. Intégrité, oui, on l'a dit, parce que la donnée doit pouvoir refléter la nécessaire confiance que les individus, par exemple, peuvent avoir vis-à-vis de leur État, de leur gouvernement, mais aussi des sociétés privées et autres. C'est pour ça que la confiance est très importante. Et la confiance part, n'est-ce pas, de cette information qui doit pouvoir être, n'est-ce pas, intègre, fiable et qui permet justement de prendre des décisions. C'est ça la grande question. La donnée permet de prendre les décisions avisées. Mais la donnée aussi a une valeur et c'est ça qui fait toute la différence. Alors, cette valeur-là, ça peut être pour un gouvernement. Par exemple, lorsqu'un gouvernement fait des actions, n'est-ce pas, au niveau de quantification de la population, c'est pas pour rien. C'est pour avoir des programmes de développement, n'est-ce pas, vis-à-vis de cette population-là. Donc, je crois que c'est la même chose. Et au niveau d'une entreprise, la donnée, sa valeur est très très importante, et surtout ces jours-ci. Et c'est ça qui permet de faire une stratégie marketing par rapport, n'est-ce pas, aux usagers. Donc, vous voyez, la donnée est centrale dans tout ça. Et il est important de savoir la gérer. Et c'est pour ça qu'on commence à parler de gouvernance, n'est-ce pas, de la donnée. La donnée appelle aujourd'hui encore à la souveraineté numérique de nos États, de nos organismes, de nos institutions. Quels sont, selon vous, M. Pierre Dandjinou, les outils dont disposer la donnée pour une confiance totale numérique de l'information? Cette donnée, en fait, vous parlez peut-être des outils pour traiter, voilà. Alors, et c'est là où justement rentrent en ligne de compte les technologies de l'information et de la communication. Et pour ce traitement-là, on a besoin d'un certain nombre de choses, dont par exemple les normes. Les normes, c'est quelque chose qui permet justement de produire en maintenant la valeur, n'est-ce pas, en maintenant l'intégrité et en faisant que un produit X, n'est-ce pas, au fil du temps, demeure toujours le produit X, pas un produit qui a été... Donc la norme est là aussi pour que les différents acteurs puissent travailler avec. C'est-à-dire, si je suis au Bénin, je n'ai pas juste une norme à moi, je dois pouvoir utiliser une norme internationale, puisque je pense que les produits que j'ai vont aussi être diffusés à l'extérieur. Donc c'est très important d'avoir les normes. Il y a aussi un peu ce qu'on appelle les protocoles. Donc le protocole aussi doit pouvoir être unique. Et quand on dit protocole, ça veut dire que des gens ont travaillé sur un certain nombre de mécanismes pour produire un outil qui va servir à tout le monde. Et donc ça observe, n'est-ce pas, des lois et c'est ça. Donc c'est toujours un travail d'équipe. Et de plus en plus, par exemple, les normes, c'est au niveau international qu'on les fabrique, j'allais dire. Et c'est ça. Alors, maintenant, quels autres outils? On parle des systèmes d'information qu'on a un peu partout. Mettre en place un système d'information aussi nécessite justement que l'on applique des technologies, des techniques qui existent. Et il y a ce qu'on appelle aussi l'interopérabilité d'un système. C'est-à-dire, je prends le cas des ministères, où on a des systèmes d'information un peu partout maintenant, le ministère de la Santé, l'Agriculture et autres. La grande question, c'est comment on fait pour faire communiquer ces différents systèmes d'information. Et ça, c'est important, en tout cas pour le citoyen. Et donc, on doit trouver une plateforme, une stratégie, une technique d'interopérabilité pour que les systèmes communiquent. Et d'ailleurs,
Internet aussi fonctionne comme ça. C'est parce que les machines communiquent entre eux que nous parlons d'Internet. Si les machines ne pouvaient pas communiquer entre eux à partir des protocoles qu'on a développés et qu'on applique, il n'y aurait pas Internet. Une certaine fluidité, une certaine communication doit pouvoir exister, et sinon caractériser nos systèmes, nos organismes, nos institutions, pourquoi pas nos États, pour garantir un tant soit peu la sécurité des données, sinon de la donnée. On pourra aujourd'hui à un autre phénomène, la cybercriminalité, je veux dire. Non, c'est une bonne question. Comme on le dit souvent, hein, bon, Internet, c'est pas non plus le pays des anges. Hein. Internet peut vous permettre de faire beaucoup de choses qui sont très positives, et autres là, gérer une administration ou autre. Enfin, vous épanouir. Mais aussi, Internet permet aussi la circulation de fausses nouvelles ou comme ça. Alors, qu'est-ce que les gouvernements font? Bon, aujourd'hui, il y a plusieurs formes, je crois, de réponse, moi je vais dire. Et les gouvernements, effectivement, ont compris l'importance de mettre le doigt, l'accent sur la sécurité même des systèmes. Et ça, c'est fondamental. La sécurité, elle peut être physique, c'est-à-dire on s'arrange pour que n'importe qui rentre dans votre système. Et la sécurité aussi peut être logicielle. Donc, on met en place des logiciels qui permettent de faire les tris, qui permettent vraiment de donner les autorisations ou pas. Et c'est pour dire que, donc, finalement, tout ceci, pour répondre à la question des fake news, on doit aussi mettre derrière une sorte de panel de vérification et autres. Et les grands opérateurs, n'est-ce pas, commencent à le faire, c'est-à-dire qu'on les connaît, Facebook et compagnie, qui aujourd'hui ont des gens qui sont des data officers, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont littéralement des officiers des données. Donc c'est des gens qui sont là, qui font de l'analyse des données, data analystes, c'est un nouveau métier, et qui justement peuvent, à partir d'un certain nombre de critères, estimer que telle est une fausse nouvelle, une fake news, telle est une vraie, tout va, et après on pourra poster. Donc c'est ce travail-là qui se fait au niveau des grands ensembles mondiaux, mais dans les pays aussi, ce genre de choses peut se faire. Donc c'est pour dire aujourd'hui ce qui nous arrive, il y a toujours des réponses de toute façon. La réponse peut être technique, mais la réponse est aussi humaine. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la sécurité ou la cybersécurité, ce n'est pas qu'une affaire d'un État, ce n'est pas l'affaire d'une seule entité, c'est l'affaire de tout le monde. C'est-à-dire, si vous êtes dans une entreprise et que vous cliquez sur tout ce qu'on vous envoie, il y a de fortes chances que vous importiez, n'est-ce pas, du virus dans l'organisation. Donc, on doit apprendre à l'usager, à l'individu, n'est-ce pas, à utiliser de façon presque hygiénique l'Internet. Donc, il ne faut pas cliquer sur n'importe quoi. Sinon, vous avez des gens qui sont prêts, n'est-ce pas, à ponctionner vos données et à les utiliser, n'est-ce pas. Alors, c'est ça, les fake news, nous avons les gens qui sont des data processors, c'est-à-dire des gens qui sont là pour surveiller ces données-là et pouvoir les vérifier selon des critères et donc arrêter que l'on puisse poster ou ne pas poster. Donc c'est un peu les réponses qu'on essaie de trouver. Bon, les gouvernements établissent maintenant de plus en plus des stratégies nationales de cybersécurité qui peuvent recouvrir tout ça. Bon, et puis il y a maintenant l'aspect légal, hein, il y a l'aspect législatif. Donc on vote des lois. Par exemple, au Bénin, il y a le code du numérique qui explicite les peines et autres là, qu'en cours, ceux qui seraient enclins à faire circuler des fausses nouvelles ou bien à hacker les systèmes des uns et des autres. Donc je crois que c'est ça, au niveau législatif, au niveau légal, on doit pouvoir baliser. Pierre Vanginou, quelle est selon vous l'option, sinon les options que doivent faire aujourd'hui nos États, nos institutions, nos entreprises pour assurer encore la souveraineté numérique, le personnel adéquat faisant parfois défaut? Bon, en fait, quand vous avez parlé de souveraineté numérique, il faut aussi voir ce que l'on met derrière cette souveraineté numérique-là. Moi, je pense que si c'est la façon dont un gouvernement, un pays prend cette technologie-là et les utilise pour faire des transformations de valeur au niveau des prestations de services, pourquoi pas. C'est-à-dire aujourd'hui, si je prends le cas du Bénin, si au niveau du Bénin, je peux faire mes actes en ligne, je peux ne pas me déplacer pour avoir un certain nombre de pièces, je pense que c'est tout bénéfique, n'est-ce pas?
Donc là, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut poursuivre. Voilà. Bon, maintenant, si je dois importer, ouais, par exemple, l'accessibilité, c'est les infrastructures, n'est-ce pas, l'accès au-delà. Si je dois continuer à importer du matériel, si je dois continuer à importer des ressources, si je dois tout le temps être obligé d'amener des gens pour faire des choses pour moi dans ce domaine-là et que je le fais de manière continue, il y a problème. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'on doit pouvoir disposer de plus en plus dans ce secteur-là de personnes ressources locales. Par exemple, les développeurs. On peut amener des développeurs d'ailleurs et autres là, pourquoi pas, si on n'a pas les compétences en local. Mais il faut avoir une stratégie pour former les gens, pour avoir justement un nombre critique, une masse critique, n'est-ce pas, au niveau national, des gens qui sont formés. Donc, cela veut dire que la souveraineté numérique dont vous parlez peut nous amener dans beaucoup de secteurs. Par exemple, est-ce qu'on a revu notre façon de former les gens, l'éducation que nous sommes en train de faire? Est-ce que nous éduquons les gens maintenant pour faire face au numérique? Et toute la question est là. Donc, moi, je pense que souveraineté numérique, oui, mais c'est un choix qu'il faut faire. Par exemple, il y a des pays où ils sont très axés sur utiliser l'Internet pour transformer leur société, tout ça, les services sont là. Oui, il y a des pays où on y va comme on veut, on n'a pas une stratégie. Voilà. Mais personne ne va vous dire, vous ne pouvez pas, vous devenez souverain parce que vous l'avez choisi, que vous vous êtes donné les moyens. Parce que c'est ça aussi Internet. Internet, c'est pas quelque chose qui est là et puis certains pays, maîtrisent tout et puis d'autres pas. C'est ouvert. Et donc, moi, je crois que c'est une question qui peut se discuter. Alors, effectivement, ça renforce la question de la gouvernance qui fait en sorte que on établit des procédures qui visent à 2 ou 3 choses très fondamentales pour moi. La confiance. Je parlais tantôt de la confiance que l'individu doit avoir vis-à-vis de son gouvernement, vis-à-vis du privé qui le forme, vis-à-vis des autres individus. Donc, on doit trouver un système qui bâtisse cette confiance-là. Et le numérique doit pouvoir le faire. Sinon, il faut travailler, n'est-ce pas, pour que ça le fasse. La gouvernance aussi doit avoir, pour que ça fonctionne vraiment, doit pouvoir un volet d'inclusivité. Il faut que ce soit inclusif. Par exemple, aujourd'hui, dans les pays, les gens peuvent se plaindre que l'accès à l'Internet, l'accessibilité n'est pas garantie pour tout le monde. Vous voyez? Je pense que c'est leur droit et qu'à un moment donné, si on les gouverne, qu'on puisse penser, n'est-ce pas, à ces droits-là. C'est très important. Donc, il y a un côté un peu démocratique, j'allais dire, tu vois, des choses où on doit inclure les gens dans les prises de décision et la façon de le faire justement au niveau du numérique, c'est de communiquer et c'est aussi par exemple, d'ouvrir les accès même aux informations. Il y a ce qu'on appelle le gouvernement ouvert, vous voyez, c'est ce concept-là qui permet justement aux citoyens d'accéder facilement à un certain nombre d'informations publiques sans avoir vraiment à souffrir. Et ça rentre dans l'autre caractéristique, c'est la transparence. J'ai parlé de confiance, mais une des choses qui peut amener la confiance, c'est la transparence. Et aussi la reddition des comptes. Vous voyez. Alors, la reddition des comptes, ça veut dire que les gens sont informés. Et par rapport à ça, s'ils sont informés, ils ont confiance en vous. Et là, on est sûr que la société, n'est-ce pas, va avoir l'équilibre qu'il faut. Mais si ce n'est pas ça, vous voyez, les nouvelles technologies peuvent aussi faire de la disruption, c'est-à-dire que peuvent détruire, si vous voulez, l'harmonie, n'est-ce pas, au niveau de la société. Donc, c'est pour ça que la gouvernance est fondamentale. Au mot de fin, je dirais, si c'est par rapport à cette conférence-là, je crois que c'est une très très bonne initiative que de réfléchir sur la gouvernance de l'information et de la donnée. Et les professionnels l'ont organisé aujourd'hui, aussi pour des projets de recherche. Il faut estimer que ça se fasse, ça se répète, et surtout que de plus en plus de monde soit inclus dans cette mouvance-là de réflexion sur la gouvernance. C'est très très important.
d'éclater ça. Par exemple, on en parlait des données personnelles, des données à caractère personnel, des droits et devoirs des uns et des autres. On doit informer les gens là-dessus. Voilà. Parce que il en va de l'harmonie, il en va, n'est-ce pas, de comment je peux appeler ça, de l'épanouissement, n'est-ce pas, de tout le monde. Et ces technologies-là sont là aussi pour amener l'épanouissement des uns et des autres. Donc leur bonne gouvernance doit pouvoir amener cette possibilité d'épanouissement-là pour tous. Donc voilà, donc je félicite un peu vraiment le Bénin pour cette initiative-là. Et je pense que c'est ce à quoi aussi la plupart des pays devraient être appelés. Voilà. Merci.